Des adolescents témoins de la fusillade prennent la parole. Et certains ont donné un tour très politique à leur intervention, comme cette jeune fille élève du lycée pris pour cible mercredi. Si le président venait me voir et venait me dire face à face que c'était une terrible tragédie et qu'il continuait à me dire que jamais rien ne sera fait à ce propos, je serais obligée de lui demander poliment combien d'argent il a reçu de la NRA. Mais je le sais, 30 millions de dollars. À tous les politiciens qui ont reçu des dons de la NRA, honte à vous. Les manifestations ont commencé dès le lendemain de la fusillade, mais ce samedi, elles ont pris une toute autre ampleur. Adolescents, adultes, tous réclament des normes plus strictes sur l'achat des fusils semi-automatiques, comme l'arme qui a servi à la tuerie. Miami, à quelques dizaines de kilomètres, dans le même état. L'ambiance est bien différente. Il s'agit d'un salon dédié aux armes à feu. Malgré le contexte, les organisateurs ont maintenu l'événement. Ces salons que nous organisons sont prévus depuis longtemps et ces infrastructures sont réservées pour le salon des armes des années en avance. Donc nous avons des équipes de sécurité et des forces de police qui sont impliquées dans l'organisation du salon et cela nous aurait coûté très cher de l'annuler. Les armes ne seraient de toute façon pas en cause. À mon avis, ce n'est pas un problème d'armes, mais un problème de santé mentale. Et nous avons l'impression qu'un mécanisme de contrôle doit être créé. L'État de Floride a actuellement l'une des législations les plus flexibles en matière de vente d'armes. Bonsoir François Durper, consultant États-Unis de BFM TV. Est en direct avec nous également Cédric Fesch, le correspondant de BFM TV aux États-Unis. Cédric, des victimes qui rejettent les appels aux prières, les prières en disant en gros c'est pas ce qu'on attend, c'est pas si fréquent, surtout quand elles sont si nombreuses à prendre la parole de cette manière. Oui, c'est la première fois, moi, depuis les dernières tueries, que j'entends autant de victimes, en fait, parce que les personnes qui étaient là sont des survivantes de la tuerie. C'est la première fois que j'en entends autant qui brisent, finalement, cette unanimité qu'il y a à chaque fois après une tuerie. C'est-à-dire que tout le monde est dans le recueillement, dans la peine, et là, vous avez des gens qui sont en colère et qui disent « arrêtez les prières ». Hier encore, juste à la sortie, enfin, c'était jeudi après-midi ici, juste après la tuerie, vous avez des étudiants qui disaient « mais les prières, ça sert à rien, ça ne répare rien ». Et vous avez des lycéens qui ont pris la parole cet après-midi, comme une par exemple, je vais vous lire son témoignage, elle dit « Avant, jusqu'à présent, mes principales préoccupations, c'était mes notes, mon admission au lycée et ma vie sociale. Et maintenant, alors que je termine mon lycée, eh ben, je m'inquiète de savoir à quel mémorial je vais devoir aller déposer des fleurs. Maintenant, je suis concentré sur les vêtements que je dois porter parce qu'il faut que je prévoie que peut-être qu'il faudra que j'échappe à des coups de feu. Et puis, mes principales préoccupations sont les funérailles, le contrôle des armes et si je serais abattu où que j'aille. Et c'est vrai que l'inquiétude monte dans la société américaine et par exemple il y a un indice, les ventes de sacs à dos par balle explosent. C'est un sac à dos qui vaut en général en moyenne 100 $ et qui est équipé d'une cloison par balle. Voilà ce que les parents achètent à leurs élèves pour qu'ils aillent à l'école. Avec nous Cédric. François Durper, est-ce qu'il faut être totalement naïf pour penser que les choses vont bouger un peu au sein de l'opinion publique américaine, peut-être chez un public plus jeune, dans ce débat sur le port d'armes? C'est vrai que quand il y a un accident d'avion, les hommes politiques ne se contentent pas de dire condoléances aux familles et prières. On cherche des causes et on cherche à mettre en place des politiques publiques éventuellement pour essayer de limiter les accidents d'avion. Là, ce n'est pas le cas. On voit Mitch McConnell ou Ted Cruz, par exemple, disant si quelqu'un veut véritablement rentrer dans une école avec une arme et tuer des dizaines de personnes, eh bien, il faut prier. On ne peut pas faire grand-chose. Et le débat est devenu, en quelque sorte, inutile parce que, souvenez-vous, lorsque Barack Obama avait la volonté et lorsqu'il avait la majorité au Congrès pour le faire, il n'a pas réussi à le faire. Et il a assumé le fait de ne pas vouloir ôter les armes des gens. Hein, donc, oui, il y a une forme d'inflexibilité des présidents successifs. En même temps, il cherchait à réguler. Donald Trump, lui, ne veut pas réguler et il a une majorité pour faire l'inverse. On parle souvent de la NRA, vous savez, l'association de défense des armes à feu. Le principal lobby des armes aux États-Unis. Voilà, et on dit souvent ils ont un poids sur les hommes politiques, mais ils ont un poids aussi sur l'opinion publique. Beaucoup d'Américains considèrent que toucher au port d'armes, c'est l'État totalitaire qui les prive de leur liberté. Et c'est plutôt une régression du débat
du débat. Regardez par exemple autour de ces fameux AR-15 qui sont les armes semi-automatiques. L'arme de guerre. Armes-là, mais oui, eh bien aujourd'hui on a abandonné l'idée de les réguler, d'empêcher des millions de civils de pouvoir acheter des armes qui sont réservées normalement soit au SWAT, soit aux forces armées tout simplement. Cédric Fesch, François Durper l'évoquait, la NRA, le principal lobby américain des armes, se retrouve une nouvelle fois au cœur du débat. On dit que la NRA arrose financièrement de nombreux politiques, de nombreux partis politiques, c'est-à-dire... Rien qu'en 2016, sur la campagne électorale 2016, et rien qu'en Floride, la NRA aurait versé 800 000 $ à des hommes politiques, ceux qui font la loi, ceux qui peuvent potentiellement restreindre l'accès aux armes à feu. Mais sur toute la campagne 2016 dans tout le pays, ça se chiffrerait en dizaines de millions de dollars. Ça veut dire que notamment, il y a des dizaines de millions de dollars qui ont été versés à Donald Trump. La NRA, elle peut donc faire des campagnes et elle peut aussi en défaire. Al Gore s'en souvient encore. Al Gore, qui était candidat démocrate et qui avait voulu imposer une loi de restriction sur l'accès aux armes, eh bien la NRA a financé 20 millions de dollars dans une campagne de dénigrement contre Al Gore. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que la NRA a même mis au point un système de notation des politiques en fonction qu'ils sont plus ou moins pro ou anti-armes. Cette notation, vous la trouvez sur Internet, sur le site de la NRA, c'est public. Les notes vont de A à F. A si vous êtes un politique qui soutient la liberté d'accès aux armes, et F si au contraire vous êtes un homme politique qui est pour la restriction de l'accès aux armes. Et ça a une implication parce que ça parle aux électeurs en disant votez plus ou moins pour ce candidat, et ça dit aussi aux donateurs potentiels donnez de l'argent à ce candidat qui est pro-armes et surtout ne donnez pas d'argent à ce candidat qui va restreindre votre accès aux armes. François Durper, la NRA a-t-elle jamais été finalement aussi proche d'un président américain, Trump en l'occurrence? Effectivement, on pensait évidemment à Ronald Reagan, mais là on a vraiment une proximité très très forte. Ce qui est important, c'est aussi de souligner que c'est l'équivalent en un mois, la totalité des tueries par arme d'un 11 septembre. Et il y a ce discours de fatalité. Alors que des États comme l'Australie, par exemple, qui ont autant de malades mentaux et autant d'armes à feu que les États-Unis, proportionnellement à la population, ont réussi à faire passer des lois. Donc c'est quelque chose qui... la question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est la question de la procédure, puisque vous avez vu que le FBI a dit, effectivement, nous avons pris cette information et nous ne l'avons pas transmise. Ils avaient été informés de la menace que pouvait représenter le jeune qui a tué 17 personnes en Floride. Et ils ont dit, là, il y a un problème de protocole qui n'a pas été respecté, une enquête qui n'a pas été faite. Et puis peut-être qu'il y a des améliorations finalement plus faciles à obtenir de ce point de vue-là que sur le strict débat sur le port d'armes, en réalité. Oui, alors il y a effectivement ces protocoles, mais il y a effectivement également les procédures de sécurité à l'intérieur des établissements. Mais là, on revient quand même sur l'idée d'une certaine impuissance. Un terroriste qui veut faire un attentat dans une école, il a moins de possibilités pour le faire qu'un élève, parce que cet élève en question, par exemple, il avait suivi la simulation, donc il connaissait parfaitement les procédures à l'intérieur de son établissement. Et c'est toujours à peu près les mêmes types d'élèves. Hein. Des élèves qui sont ressentiment, solitude, attrait pour le port d'armes, et puis très grande jeunesse. Vous savez que la personne en question, eh bien, elle n'a pas l'âge d'acheter de la bière aux États-Unis, mais elle a l'âge de se procurer des armes.